Les anciens casques bleus français en Bosnie à l'honneur lors du défilé des Champs-Élysées sous le regard du général Morillon dans la tribune officielle. En direct à la télévision pendant plus d'une heure, François Mitterrand a passé en revue tous les grands dossiers de l'actualité, la cohabitation, l'immigration, mais aussi l'affaire de l'OM. L'occasion pour François Mitterrand de rappeler les magistrats au secret de l'instruction. Le bilan du séisme qui a ravagé le nord du Japon avant-hier s'aggrave d'heure en heure, au moins 200 morts ou disparus. Première étape alpine au Tour de France, survolée littéralement par Indurain qui creuse l'écart sur ses principaux rivaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Les soldats français ayant porté le casque bleu en Bosnie ont été à l'honneur ce matin à l'occasion du défilé du 14 juillet. Avant de revenir sur ce défilé et sur les déclarations du chef de l'État, je vous propose de voir tout de suite en compagnie de nos envoyés spéciaux, Laurent Boussier, Bruno Giraudon et André Goulinet, quel curieux 14 juillet ont vécu les Français à Sarajevo. Sécurité oblige, c'est à l'intérieur du bâtiment qui abrite le quartier général des Nations Unies à Sarajevo que les Français ont commémoré ce 14 juillet. Une cérémonie sobre, sans artifice, remise de décorations, minutes de silence et sonnerie aux morts. Depuis un an, 12 soldats français portant le casque bleu ont laissé leur vie dans l'ex-Yougoslavie. Posément, le tireur d'élite recharge son arme, puis se remet en position. Ici en centre-ville, pas de cérémonie, la tension reste vive. Depuis leur arrivée, il y a quelques jours, les soldats du 21e RIMA sont constamment exposés aux tirs des snipers. Alors pour se protéger, les Français répliquent, ils sont 3 ou 4 tireurs d'élite à surveiller en permanence les alentours. Les autres renforcent la protection du camp. Remblais et fils de fer barbelés, le tout sur fond de duels d'artillerie. C'est peut-être une façon pour les Bosniaques ou pour les Serbes de fêter la fête nationale française sans impressionner les habitants désabusés de Sarajevo. C'est un 14 juillet particulier. Vous avez pu le voir, nous sommes fait tirer à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, c'était des tirs d'armes automatiques. Et c'est la première fois depuis mon arrivée que nous avons une batterie qui tire de l'autre côté de la rivière à 200 mètres de notre position. Loin des défilés traditionnels, les soldats du 21e RIMA ont donc passé ce 14 juillet à construire de nouvelles protections. Des milliers de sacs de sable, des dizaines de mètres cubes de terre, sous l'œil impassible des habitants du quartier. L'homme que la télévision bosniaque a baptisé Philippe de Bosnie, le général auquel le président Izetbegović a remis juste avant son départ de Sarajevo un passeport bleu à fleur de lys qui en fait le premier citoyen d'honneur de la Bosnie. Philippe Morillon a été la vedette incontestée de ce 14 juillet millésime 93. Reportage François Cornet, Jean-Marc Sursin. Lundi soir, sur l'aéroport de Sarajevo, l'heure du départ a sonné pour celui que l'on a surnommé aussi le général Courage. 14 juillet, sur les Champs-Élysées, Philippe Morillon salue ses hommes, les casques bleus ayant servi dans l'ex-Yougoslavie. Quelques heures plus tôt, en présence du Premier ministre, du ministre de la Défense et de Madame Morillon, il avait été élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur au cours d'une brève cérémonie qui s'est déroulée dans la bibliothèque du Palais de l'Élysée. Hier Sarajevo, aujourd'hui la garden party du ministre de la Défense. Il n'y a pas un petit décalage dans votre tête là? Si, bien sûr, tout le monde le comprendra. Je n'ai pas encore réussi à m'arracher à ce sur pourquoi je viens de vivre pendant 16 mois. Et je pense que je mettrai longtemps, que je n'oublierai jamais d'abord, mais que je mettrai longtemps à me réacclimater. Je crois que tous ceux qui ont fait ce type d'expérience ont vécu la même chose. Et tout à l'heure, je disais, ministre, que je pense que quand on revient d'un voyage dans le cosmos de longue durée, on doit avoir un peu la même sensation. J'ai un peu mal au cœur pas parce que j'ai quitté le champ de bataille en pleine action, parce que j'ai reçu des témoignages tellement émouvants qu'effectivement, au fond de moi, sentiment que venir ici à Paris où tout est calme, et bon, ça va être dur, mais j'ai confiance en ceux qui me succéderont. Merci. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, mon général? Où? En Bosnie. J'espère que l'accord sur Sarajevo va être signé dans les jours qui viennent. Je pense que tout était prêt et qu'à partir de là, la mise en place des zones de sécurité est une question de vie ou de mort. Ces zones de sécurité ont été choisies dans les villes,
ça n'a rien de mystérieux. C'est parce que dans les campagnes, les gens survivront. Dans les villes, cet hiver, si les choses ne sont pas améliorées, ça risque d'être une catastrophe. Et il faudra une présence pour calmer les peurs. Et là, il faudra la force. Oui, bien sûr. Au revoir. Le général Morillon s'en va, la mission, elle, continue. Sur les champs et sous la pluie, les militaires français ont roulé les mécaniques ce matin. Les unités mécanisées étaient en effet les stars de ce défilé. Philippe Rochaud. Il pleuvait sur Paris quand le président de la République, accompagné du général Guignon, gouverneur militaire de la capitale, a passé en revue les quelques 6000 hommes et 600 véhicules qui allaient défiler pendant 1 heure pour ce premier 14 juillet de la nouvelle cohabitation. En toile de fond, les conflits où sont engagés les soldats français en tant que soldats de la paix. 150 avions devaient à l'origine fendre le ciel de Paris, mais le dispositif a dû être allégé en raison du mauvais temps. Depuis les Jaguars qui sont intervenus sur les terrains d'opération en Afrique et au Moyen-Orient, les pilotes avaient quand même cette vue imprenable sur Paris. Les 9000 soldats français sous mandat de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie, au Cambodge ou en Somalie étaient à l'honneur, avec notamment les hommes du régiment de chars de marine de Vannes et du 2e RIMA qui tentent de rétablir la paix en Bosnie. La guerre dans l'ex-Yougoslavie montre à l'Europe qu'elle doit unifier sa défense. La France a donc voulu présenter au monde ces éléments qui seraient appelés à se fondre dans le futur corps d'armée européen, comme la première division blindée basée en Allemagne depuis la fin de la guerre. C'est la brigade franco-allemande qui sert de noyau à cette défense européenne. Elle comprendra aussi des soldats belges et espagnols et sera opérationnelle en 1995. Ce défilé du 14 juillet 1993 a voulu montrer la dimension européenne de notre défense. Autre rituel de la fête nationale, l'intervention télévisée du chef de l'État. Nous allons y revenir longuement, en commençant par les commentaires de François Mitterrand sur cette deuxième cohabitation. Pour résumer, le président la vit sans stress, tout en gardant ses griffes au cas où. Monsieur Balladur, c'est moi qui l'ai choisi. Pas par hasard. Non seulement parce qu'il répondait vraisemblablement, d'après beaucoup d'indications, à un sentiment général de la nouvelle majorité, mais aussi parce qu'il a des qualités personnelles évidentes. Il n'est pas de votre famille politique, mais est-ce que vous dites que c'est votre Premier ministre? C'est le Premier ministre. Est-ce que, beaucoup de Français se demandent ça, est-ce que la cohabitation pourrait se crisper ou se tendre de votre fait, à un moment ou à un autre? On ne sait jamais, oui, c'est possible. Je ne sais pas, je suis d'un caractère assez égal, mais je vois ce qui se passe. Si j'avais le sentiment que les intérêts de la France sont gravement compromis, je le dirais. Vous avez beau être affable l'un et l'autre, on sent bien qu'à un moment ou à un autre, tout peut se produire. Oui, mais enfin, c'est pas un danger permanent, vous savez, ça ne m'empêche pas de dormir. D'ailleurs, vous pouvez nous dire s'il y a une différence entre 93 et 86? Elle est sensible, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Le chat a rentré ses griffes? Le chat a rentré ses griffes? Les griffes rentrées ou sorties sont toujours là. Autre thème chaud, au lendemain de l'adoption définitive par le Parlement des projets de loi Pasqua sur le statut des étrangers en France ou encore les contrôles d'identité, le thème de l'immigration. Il ne faut pas fabriquer des étrangers quand ils peuvent être français. Et je pense en particulier aux enfants qui naissent sur le sol de France. Je crois que l'un des grands principes de la civilisation française, d'ailleurs c'est une constante aussi bien monarchique que républicaine, c'est que c'est le droit du sol. Quand on naît sur le sol de France, on doit être français. À partir de là, chaque fois qu'on pose une question à un enfant de France, né en France, pour lui dire est-ce que tu veux être français, on peut admettre que ce soit une fête, que ce soit une cérémonie, on peut admettre tout ce que l'on veut, mais si c'est un empêchement à la reconnaissance du droit du sol, qui est la loi, la tradition et l'histoire de la France, à ce moment-là, je ne peux plus être d'accord. Les textes en question ne nient pas du tout la loi du sol. Simplement, un certain nombre de précautions sont prises. Il faut faire attention. Mais il y a des risques aujourd'hui, il y a un danger. Je suis sûr que ce que je dis là rencontre des oreilles gouvernement attentives et favorables. En réponse aux questions des journalistes, dont Paul Amar pour France 2, François Mitterrand a fait durant plus d'1 heure un large tour d'horizon des questions d'actualité, en faisant notamment allusion à la précarité de son état de santé. Après mon opération, a-t-il dit, je récupère en travaillant. En compagnie de Thierry, je vous propose maintenant de prendre connaissance des principales têtes de chapitre développées en direct à 13 h à la télévision.
Je n'ai pas de portefeuille, à partir de là, je n'ai pas à courir à la recherche d'intérêts fiscaux. Je n'ai pas souscrit. Et le président de la République s'est félicité du succès de l'emprunt Balladur. Il faut une politique de relance de la consommation, mais pour consommer, il faut avoir de l'argent. Il faut éviter de laisser en bord de route des Français qui seraient des Français de deuxième zone. François Mitterrand a précisé qu'il fallait prendre d'extrêmes précautions pour les privatisations de la SNECMA, de l'aérospatiale, d'Elf et d'Air France. Il faut protéger notre capacité d'achat et de production énergétique, a dit le président de la République. Depuis plus de 12 ans, tout a été essayé. Tout ce qu'essaie le gouvernement actuel en matière de chômage doit être autant que possible servi, car il faut de la continuité dans l'effort. Et François Mitterrand de conclure, si l'on fixe la conquête de l'emploi comme objectif prioritaire, on a raison. Il ne faut absolument pas que la sécurité sociale soit atteinte et qu'il y ait une médecine de riches et une médecine de pauvres. Sur la réforme de la loi Fallou, François Mitterrand a précisé qu'elle pouvait réveiller la guerre scolaire. Cette réforme attend depuis 143 ans, elle pouvait attendre octobre. Cette réforme de la loi Fallou, selon le président, mérite une grande réflexion. Le président juge normal que Michel Rocard, s'il reste à la tête du PS, soit virtuellement candidat à l'Élysée. François Mitterrand a eu également cette réflexion. Les choses se feront en leur temps. Il n'y a plus qu'1 an et 10 mois avant que ne s'ouvre ma succession. En conclusion, Albert Duroy, François Mitterrand a voulu donner aux Français, aux téléspectateurs, l'image d'une cohabitation apaisée, tout en prenant bien soin de marquer ses différences. Et oui, la cohabitation paisible était tout à l'heure une évidence. Le chef de l'État n'a certes pas exclu qu'un jour elle puisse devenir plus tendue, mais il n'en était rien aujourd'hui. Cette situation représente un risque pour le président, celui de voir sa fonction marginalisée par rapport au Premier ministre, d'apparaître comme un président qui ne pèse plus vraiment sur les événements. Pour éviter ce risque, M. Mitterrand a joué sur 3 tableaux. D'abord en se présentant comme le gardien des grands principes sur les institutions, en soulignant le rôle du Parlement, sur l'immigration, en défendant la tolérance, sur la justice, en rappelant les droits des justiciables. Ensuite, en insistant sur son rôle de donneur de conseils. Attention à certaines privatisations dangereuses, attention à ne pas rallumer la guerre scolaire, attention à ne pas se laisser entraîner à renier les acquis sociaux, etc. Enfin, le chef de l'État a voulu souligner sa différence, en rappelant qu'il restait socialiste. S'il laisse gouverner parce qu'il respecte la volonté des Français, cela ne veut pas dire qu'il approuve tout ce qui se fait. On peut rajouter une dernière observation. Cohabitation paisible oblige, Mitterrand a eu des mots très aimables à l'égard d'Édouard Balladur, mais à l'égard de Michel Rocard, il est resté sur le registre de l'indifférence, voire de la froideur. Merci Albert Duroy, qui est en quelque sorte le Sherpa d'Arlette Chabot. Encore que je me demande s'il n'y a pas un peu de provocation à faire commenter par un Duroy la fête de la République. Cohabitation oblige, le microcosme de droite et le microcosme de gauche se sont retrouvés en fin de matinée autour des buffets de l'Élysée. Les 2 grandes vedettes de cette garden party un peu mouillée, le général Morillon bien sûr, et Bernard Tapie. Reportage Nathalie Saint-Cric, Didier Rancoeur. Tous les ans, c'est à peu près la même histoire, la même ruée sur les buffets, les mêmes élégantes, mais différence notable, cette année il pleuvait, les socialistes se faisaient rares, les membres de la nouvelle majorité étaient eux plutôt nombreux. C'est pour le moins le 3e 14 juillet de cohabitation. On commence à s'y accoutumer. Enfin, il ne faudrait pas que ça me devienne une habitude. Ça me semble normal qu'un jour de fête nationale, on puisse essayer d'oublier des différences et plutôt penser à ce qui rassemble. Mais si l'on se battait aujourd'hui sur les pelouses trempées de l'Élysée, ce n'était pas pour approcher les ministres, c'était pour voir, toucher, demander un autographe à Bernard Tapie. Champagne pour tout le monde. Eh ben, dites donc, moi que n'osais pas venir. Trouver nos épouses, leur commander 2. Et suivant la tradition, François Mitterrand a fait un petit tour parmi ses hôtes, quelques 3000 invités. Et ce n'était sûrement pas le hasard. Bernard Tapie se trouvait sur sa route. Le chef de l'État a tenu à le saluer. Avant de serrer la main de Bernard Tapie, François Mitterrand avait été bien évidemment interrogé par mes confrères sur le feuilleton de l'été, l'affaire Valenciennes-OM. L'occasion pour le chef de l'État de déplorer que le secret de l'instruction ne soit pas assez respecté, ajoutant, je le cite, qu'une plus grande prudence serait nécessaire à propos des multiples déclarations du procureur de Valenciennes. Celui-ci a fait savoir qu'il réagirait demain matin aux propos présidentiels, mais qu'il n'avait pas l'intention de changer d'attitude. Et puis François Mitterrand a été bien évidemment amené à préciser sa pensée concernant Bernard Tapie lui-même. Bernard Tapie
je le connaissais très peu avant que Pierre Bérégovoy ne me soumette son nom dans la liste de son gouvernement. Je l'ai accepté. Je n'avais pas de raison d'ailleurs de le refuser. Et il s'est révélé un excellent ministre. Excellent ministre. À mes yeux, hein, comme mes yeux étaient là, excellent ministre. Bon. Donc, a priori, je n'ai pas de raison de dire que Bernard Tapie n'aurait pas dû être là. Comme président de l'OM, il semble qu'il a bien réussi. C'est une énergie. Une intelligence et une énergie. Très bien. Alors, pourquoi le mêler pour l'instant à cette affaire, alors que, à ma connaissance, et je sais si on en parle du matin au soir sur les télévisions et dans les radios, alors que le nom de Bernard Tapie n'a pas encore, s'il devait l'être, je dis encore, n'a pas été prononcé, en tout cas dans les instruments de justice. Il faut se méfier des pratiques dangereuses. En ce qui concerne l'affaire elle-même, on a appris aujourd'hui qu'une confrontation générale entre les principaux acteurs, dont Jean-Pierre Bernès, aura lieu mercredi prochain. À la périphérie de cette affaire, les suites de la plainte pour subornation de témoins déposée par l'ancien entraîneur de Valenciennes, à qui Bernard Tapie aurait suggéré de porter le chapeau. Le point avec Michel Fine. André-Noël Philippédou l'affirme, l'homme qui déjeunait avec lui et Boro Primorac le 17 juin dernier au Fouquet n'est pas Marc Fratani, l'attaché parlementaire de Bernard Tapie. M. Primorac dit que c'est un ami à moi, et moi je dis que c'est un ami à M. Primorac. D'après nos informations, sur procès-verbal d'audition, devant les policiers, vous avez dit qu'il s'agissait de Marc Fratani. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est absolument faux. Alors, hier, pendant 5 heures, André-Noël Philippédou et Boro Primorac ont été confrontés au SRPJ de Lille. Leurs versions divergent. Boro Primorac explique avoir été contacté pour rencontrer M. Noël, lequel affirme au contraire que c'est l'ex-entraîneur de Valenciennes qui l'a sollicité. M. Primorac me demande de rencontrer quelqu'un dans l'entourage de M. Tapie. Pourquoi? Ça, et je lui ai posé la question pourquoi. Il m'a dit que c'était lui qui voulait parler directement avec quelqu'un dans l'entourage de M. Tapie. Donc qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Je prends mon téléphone, j'appelle BTF. Je demande un rendez-vous avec M. Tapie et on me dit que M. Tapie ne peut pas nous recevoir parce qu'il n'est pas là. De ce fait, nous sommes partis chez moi. Selon Boro Primorac, André-Noël Philippédou l'aurait conduit non pas chez lui, mais au siège du groupe Bernard Tapie. Là, il aurait effectivement rencontré le président de l'OM. Ensuite, M. Noël lui aurait proposé un marché, 500 000 francs et un engagement s'il acceptait de prendre la responsabilité de la corruption. Selon vous, donc Primorac a menti? Sur le fait que j'étais chez BTF, oui. Jamais. Vous n'avez jamais proposé quoi que ce soit? C'est-à-dire? De l'argent, ou des avantages spécifiques? Non, je n'ai pas les moyens ni le pouvoir de pouvoir le proposer quoi que ce soit. André-Noël Philippédou maintient ses déclarations, Boro Primorac aussi. Pour démêler le vrai du faux dans une affaire de jour en jour plus complexe, il faudrait donc un témoignage, celui du troisième homme présent au Fouquet. Il reste vraiment plein de points où... À noter encore cette déclaration du président de la Ligue nationale de football. Pour Noël Le Graët, il n'est pas du tout certain que Marseille participera à la Coupe d'Europe des clubs champions, car on ne peut sanctionner Bernès sans sanctionner l'OM. Et comme un malheur ne vient jamais seul, le tirage au sort du premier tour des Coupes d'Europe s'est montré assez peu favorable aux couleurs marseillaises. Laurent-Frédéric Bollet. Dans ces boules de toutes les couleurs, le sort de Marseille en Coupe d'Europe. Tenant du titre en Coupe des Champions, l'OM, au cours d'une cérémonie toujours solennelle, a hérité d'un gros morceau, Athènes, avec un match aller prévu pour le 15 septembre prochain. Mais Marseille inscrit sous réserve. L'UEFA a fixé une date butoir pour étudier et régler le cas du club. Ce sera le 30 août, presque un ultimatum. Ce n'est qu'après que nous prendrons des décisions que nous voulons importantes et que nous voulons surtout marquantes, parce que la corruption est inadmissible dans le milieu du football. C'est ce que l'UEFA hier a compris et nous laisse finalement jusqu'au 30 août, vous l'avez entendu tout à l'heure, pour éventuellement remplacer Marseille si Marseille, d'ici là, était reconnu coupable. De l'état de l'enquête au 30 août dépendra donc le sport. Mais les instances dirigeantes semblent décidées. Avant d'affronter Athènes et son public chaud, si Marseille est reconnu coupable, la disqualification en Coupe d'Europe sera demandée. Il est probable que si fin août, des décisions pouvaient être prises qui prouveraient la culpabilité de Marseille, il est bien certain qu'avenue de Courcelles, nous ne serions pas favorables à ce que Marseille représente la France, bien entendu. Mais on n'en est pas encore là, il faut laisser un peu de temps.
Marseille dans l'attente donc de défendre sa couronne. Et au cas où l'OM serait effectivement disqualifié, il appartiendra à la Fédération française de nommer un autre club pour remplacer l'OM dans la compétition. Les autres équipes françaises, sinon en Coupe de l'UEFA, rude tirage pour Nantes, qui touche Valence, délicat pour Monaco, plus facile pour Bordeaux. En Coupe des Coupes, le PSG rencontrera le vainqueur d'un match préliminaire, pas trop de problèmes en vue. Pas de 14 juillet pour le franc français, toujours dans la tourmente des spéculateurs. La Bundesbank et la Banque de France ont dû intervenir à nouveau aujourd'hui pour défendre le cours du franc. Échec des négociations la nuit dernière sur le financement de l'Unédic. Un ultime rendez-vous syndicat-patronat a été fixé pour mardi prochain. La GMF, la garantie mutuelle des fonctionnaires, qui a perdu 1,5 milliard de francs l'an dernier, a décidé de se délester de la FNAC. Explication Pascal Golomer. Son patron, Jean-Louis Pétrillat, avait toujours démenti la rumeur. Pourtant, cette fois, c'est officiel. La GMF cède le contrôle de la FNAC. Elle, qui possède actuellement 82% des actions, va en vendre une bonne partie, à la fois au Crédit Lyonnais et à la Générale des Eaux, qui détiendront ainsi plus de 54% du capital. La GMF a en effet aujourd'hui une priorité, trouver de l'argent au plus vite pour combler ses dettes. Près d'1,5 milliard de francs de pertes l'an dernier, c'est quasiment ce que lui rapportera la vente de la FNAC. FNAC, cela signifie Fédération Nationale d'Achat des Cadres. Et c'est vrai qu'à sa naissance, en 1954, il ne s'agissait que d'une coopérative d'achat avec un principe simple, proposer des appareils photo avec 20% de réduction. Et puis la gamme s'est élargie. À partir des années 70, les premiers magasins s'ouvrent à Paris et en province. La GMF reprend l'affaire au magasin Coop en 85. La philosophie des premières années s'estompe, la logique d'entreprise s'impose. La FNAC est devenue le premier vendeur français de produits culturels, un géant de la distribution avec 48 magasins, 7000 salariés, près de 9 milliards de francs de chiffre d'affaires. Ne manquait plus que des financiers à sa tête, c'est aujourd'hui chose faite. Au Japon, le bilan du séisme qui a frappé le nord du pays avant-hier ne cesse de s'alourdir, au moins une centaine de morts et autant de personnes portées disparues. Ce tremblement de terre particulièrement meurtrier a ravivé au Japon le vieux débat sur l'efficacité de l'état d'alerte préventive. José Blanc-Lapierre. Sous le choc de la terrible secousse, la mer s'est soulevée, provoquant un raz-de-marée sur un village de pêcheurs. Ce qui restait debout a fini dans les flammes. Ici, c'est la montagne qui s'est écroulée sur un hôtel en pleine nuit. En même temps, la route se dérobait sous le passage de ces camions. Un cauchemar pour tout le nord du Japon dans la nuit de lundi. 7,8 sur l'échelle de Richter, la secousse a été meurtrière. Dernier bilan, au moins 100 morts et 150 blessés. Des militaires sont arrivés en renfort pour fouiller les décombres. Une centaine de personnes sont portées disparues. Des milliers de rescapés privés d'eau et d'électricité se sont réfugiés dans les écoles où ils ont dû subir encore une série de secousses. Avec 1 millier de séismes par an, le Japon est le pays le plus exposé du monde. Mais celui-ci a surpris par sa violence et par sa situation. Dans l'île d'Hokkaido au nord, alors que la principale faille se trouve au sud de Tokyo. On s'attendait à des répercussions de cette onde de choc sur une autre région du globe. Aujourd'hui, la réplique s'est produite en Grèce, dans le golfe de Patras, 5,4 sur l'échelle de Richter, plusieurs blessés et quelques dégâts. Première étape de montagne au Tour de France et comme on s'y attendait, Miguel Indurain a littéralement survolé les cols alpins, distançant très largement deux de ses principaux rivaux, Bugno et Chiappucci, qui ont apparemment glandé dans le glandon. Commentaire Thierry Clopeau. En pleine ascension du Galibier, à 60 km de l'arrivée, Indurain en jaune ne se laisse distancer ni à la course ni sur son vélo. Au milieu des plaques de neige à 2200 mètres d'altitude, l'Espagnol souffle le chaud en compagnie de 4 hommes. Le groupe Indurain, Merria, le Colombien, Amstin, l'Américain, Rominger et Jaskula, le Polonais, a pris la poudre d'escampette au début de l'ascension. Derrière, seul Breukink, le champion des Pays-Bas, deuxième au classement général à 1 minute 35, essaie de recoller à l'échappée, mais en vain. Un peu plus loin, pointé à 1,50, le Français qui s'est le plus battu aujourd'hui, le jeune Richard Virang, Richard, cœur de lion. Et puis derrière, c'est la débandade, défaillance pour le champion du monde, Bugno, qui essaie tant bien que mal de rejoindre le peloton des attardés. À l'arrivée, Bugno comptera 7 minutes 41 de retard sur Indurain, un gouffre. Même topo pour l'autre Italien, Chiappucci, de chez Carrera, véritable punition. Le seigneur des Dolomites, dans un jour sans, terminera avec plus de 8 minutes de retard. Au sommet du Galibier, les échappés ne sont plus que 3, Rominger et le Colombien Merria et Indurain. Dans la descente, à 90 km/h au compteur de la moto, numéro de haute voltige, signé Rominger. Le Suisse s'est entraîné tout l'hiver dans les montagnes du Nevada. Les descentes, il aime ça. Derrière, Breukink frise la correctionnelle avec une chaîne qui saute et du temps perdu.
L'arrivée finalement à Serre-Chevalier, c'est Tony Rominger, le Suisse, qui l'emporte devant Merja et Indurain. Le dernier arrivé de l'étape aura 55 minutes de retard sur le Suisse. Au général, Indurain à 3,8 du Colombien Merja et Jascoula, le Polonais, à 4,16. Demain, deuxième grande étape alpine de ce tour, Serre-Chevalier-Isola 2000, 180 km avec le passage du col de l'Izoard et l'escalade surtout du col de la Bonnette, 2802 mètres, ce sera le toit de ce Tour de France 93 et ce sera sur France 2 en direct. Et dans notre grande série, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Je vous propose maintenant de retrouver l'un des grands des tours d'antan, l'Italien Gino Bartali, qui lui aussi avait fait des prouesses dans le galibier et gagné le tour en 38 et en 48. Notre correspondant Gérard Beaufils a recueilli ses confidences. Elle est venue spécialement d'Argentine pour se faire photographier avec lui. Lui, c'est Gino Bartali, une légende vivante du cyclisme italien. Le galibier, il connaît. Il y a signé ses plus beaux exploits, notamment lors de sa victoire dans le Tour de France en 1948. Je suis arrivé au pied du galibier avec 10 minutes de retard. Tout ça parce que j'attendais un ami, un équipier. Il y avait déjà une échappée, le Français Gallia, mais je suis quand même patienté. Ce galibier, c'est une des étapes les plus difficiles, un col des plus difficiles du Tour de France? Non, le plus difficile, c'est l'Izoard. Mais le Télégraphe plus le galibier, c'est extrêmement dur et il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'asphalte. Des courses, des trophées, il en a remporté au cours de sa carrière et des 600 000 kilomètres qu'il a parcourus sur son vélo. À 79 ans, Bartali se souvient de tout, de ses 5 victoires au Giro d'Italie, de ses 2 Tours de France, mais il se souvient surtout de la montagne, lui, sans doute le meilleur grimpeur de tous les temps. Gino El Vecchio, Gino le Pieux, a prié ce matin pour ses compatriotes Capucci et Bugno. La Madone n'a pas exaucé ses vœux. C'est moins que l'on puisse dire. Un autre roi de la petite reine, André Darrigade, est l'une des nombreuses personnalités promues dans l'ordre de la Légion d'honneur à l'occasion du 14 juillet. Également à l'honneur cette année, le cancérologue Maurice Tubiana, les écrivains Maurice Druon, Jean d'Ormesson, Philippe Solers, le président du CNPF, François Périgaud, le comédien Guy Marchand, le basketteur Richard Takoury ou encore le chef du raid, le commissaire Bayon. Autre rituel de ce 14 juillet, le feu d'artifice qui sera tiré cette année pour la première fois des Invalides et non plus du Trocadéro. Un feu d'artifice combiné avec un grand spectacle son et lumière à partir de 22h30. Reportage sur les préparatifs, Christian Roudot et Philippe Montoisy. Et voilà le plus beau, le bouquet final. En 3 petits quarts d'heure, la semaine de travail des 15 artificiers sera partie en fumée. Rien n'est laissé au hasard, tout doit être réglé et synchronisé à la seconde près. Ce soir, vous allez voir plus de 40 000 projectiles qui vont partir dans le ciel. 40 000 bombes, comètes, chandelles. Vous voyez que toutes les bombes sont reliées par des fils électriques. Il y a plus de 45 km de fils électriques qui sont reliés à l'ordinateur central qui est là-bas, puisque tout va partir par ordinateur. En tout, 2 tonnes de poudre seront crachées par ces mortiers dans le ciel parisien. Et pas question de pétards mouillés, les bombes sont emballées dans du plastique à l'abri de la pluie et de l'humidité. En revanche, principal ennemi des artificiers, le vent. S'il est trop violent, le spectacle est tout de suite arrêté pour des raisons de sécurité. Ce soir, la météo ne prévoit pas de bourrasque, mais le ciel sera couvert. Difficile donc pour tous les Parisiens de voir les bouquets de feu qui monteront vers le ciel à 250 mètres de hauteur. Quand vous aurez le nez en l'air, ayez donc une petite pensée pour ceux qui travaillent au sol, les artificiers. Après une visite tout à fait étonnante dans les entrailles ou les coulisses de la gare du Nord, ce soir vous retrouverez un homme du Nord, Philippe Lefebvre, pour le tout dernier journal vers 23h15. Bon anniversaire à Ingmar Bergman, 75 ans aujourd'hui, et bonne fête aux Camille. L'occasion de souhaiter la bienvenue à la charmante petite Camille, premier rejeton du camarade Bruno Roger Petit et de sa charmante épouse Anne-Sophie. Dans un instant, la météo de Romeshko, peu d'évolution. Je ne parle pas de l'intellect de Laurent, mais de la couleur du temps. La grisaille va persister sur la moitié nord demain. Excellente soirée, je vous retrouve à 20h. Merci.